Imaginez un camp militaire médiéval dans le nord de la France, pendant l'hiver de l'an 1360. L'aube se lève sur un paysage gelé, le sol transformé en une boue et une glace traîtresse. Une faible fumée s'élève des feux de camp dispersés, luttant contre un vent hurlant qui transperce les tentes de toile, comme si elles n'existaient pas. Les chevaux se tiennent immobiles, leurs côtes visibles sous des robes emmêlées. Les hommes se blottissent dans des abris à peine meilleurs que de rester à découvert, portant des couches de laine raidies par la sueur gelée de la marche de la veille. L'air est chargé de la puanteur des corps non lavés, du sang des blessures qui ne guérissent pas, et de la maladie qui se propage comme un ennemi invisible. Cette scène, répétée au cours d'innombrables campagnes médiévales, révèle pourquoi l'hiver était l'adversaire le plus redouté de la guerre, plus mortel que n'importe quelle armée, plus dévastateur que n'importe quelle arme de siège, plus implacable que n'importe quel ennemi humain. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi vous n'auriez pas survécu à l'hiver en tant que soldat médiéval. Nous explorerons comment les vêtements censés vous sauver la vie pouvaient vous tuer lorsque la gestion de l'humidité échouait. Vous apprendrez pourquoi se nourrir exigeait 5000 calories par jour, alors que les chaînes d'approvisionnement s'effondraient en hiver. Le rôle crucial des chevaux deviendra clair, des animaux mangeant 10 fois plus que les hommes, dont la famine paralysait des armées entières. Vous verrez des maladies, invisibles pour la compréhension médiévale, se propager avec une efficacité dévastatrice, tuant plus que les batailles. Nous examinerons pourquoi les routes se transformaient en barrières infranchissables, coupant les lignes de ravitaillement. L'usure psychologique montrera comment même les plus braves atteignaient leurs limites. À travers des exemples comme le carnage enneigé de Towton et la confrontation sur la glace du lac Pays-Pouce, nous comprendrons ce qui se passait lorsque les commandants n'avaient d'autre choix que de se battre. Plus important encore, vous découvrirez pourquoi les chefs avisés évitaient les campagnes d'hiver, et pourquoi cet évitement nous dit tout sur la mortalité de la guerre hivernale. Le spectateur moderne pourrait penser que la solution est simple: porter des vêtements plus chauds, faire des feux, stocker de la nourriture, endurer avec courage. Les soldats médiévaux possédaient de ces qualités en abondance, et pourtant, l'hiver les a systématiquement vaincus. Les chroniques historiques, les preuves archéologiques et les archives militaires révèlent quelque chose de bien plus complexe qu'un simple froid. L'hiver créait des défaillances en cascade dans tous les aspects de la vie militaire, chaque problème en intensifiant d'autres dans une synergie mortelle qui écrasait les armées de l'intérieur. Ce qui apparaît comme un inconvénient ou une épreuve de résistance se révèle être un ensemble d'impossibilités logistiques interconnectées qui rendaient les campagnes d'hiver prolongées fondamentalement irréalisables. Cette exploration vous emmène au-delà des notions romantiques pour vous confronter à la dure arithmétique de la survie, avant que la technologie moderne ne vienne servir de médiateur dans la relation de l'humanité avec la saison la plus rude de la nature. Les soldats médiévaux comprenaient les principes de superposition familiers aux amateurs de plein air modernes, mais les matériaux disponibles créaient des défis insurmontables. La base commençait par du lin contre la peau, suivi de 2 ou 3 couches de laine. Correctement entretenu, cela offrait une protection jusqu'à moins 15 ou 20 degrés Celsius. Le principe n'était pas d'empiler du tissu, mais de créer des poches d'air entre les couches que la chaleur corporelle pouvait réchauffer. Des vêtements amples emprisonnant l'air se sont avérés bien plus efficaces qu'un tissu épais et ajusté, qui comprimait le tissu et éliminait les espaces d'air isolants. La pièce maîtresse de l'équipement d'hiver du soldat médiéval était le gambison, une veste rembourrée de multiples couches de lin ou de laine densément cousues ensemble. Il avait un double objectif, armure et isolation. Sa construction le rendait efficace pour la défense contre les coupures et les impacts, tout en fournissant une chaleur substantielle. Les chevaliers portèrent des gambisons sous leur cotte de mailles et leur armure de plaques, souvent avec des vêtements doublés de fourrure entre les deux. Pour les simples soldats qui ne pouvaient si pas s'offrir une armure métallique, le gambison servait de protection de combat principale et de meilleure défense hivernale. La doublure en fourrure, lorsqu'elle était disponible, s'avérait largement supérieure pour emprisonner l'air, bien qu'un tel luxe restât hors de portée de la plupart des soldats ordinaires. Le piège mortel apparaissait avec la gestion de l'humidité, un défi que les matériaux médiévaux et les circonstances militaires rendaient presque impossible à relever. La tenue de combat avec gambison était connue pour provoquer une surchauffe pendant l'activité. Marcher en armure, pousser des charrettes dans la boue, couper du bois de chauffage ou monter le camp générait une chaleur corporelle et une transpiration considérable. L'humidité dans les couches proches de la peau
ne posait pas de problème immédiat tant que les soldats restaient actifs. Mais dès que l'activité cessait, en montant la garde pendant une nuit d'hiver, en attendant avant une bataille, en essayant de dormir, cette humidité devenait mortelle. Un gambison humide pouvait geler et devenir solide, se transformant d'une source de chaleur en une carapace de glace rigide pressée contre le corps, accélérant rapidement l'hypothermie. Les propriétés hydrofuges de la laine n'aidaient que si le tissu n'avait pas été trempé par la sueur ou la neige. Les soldats médiévaux tentaient des solutions simples en théorie, mais impossibles en pratique. L'approche recommandée, enlever des couches en cas de surchauffe, se rafraîchir avant que la transpiration ne s'imprègne, remettre les couches une fois l'activité diminuée. Pourtant, la réalité militaire rendait cela extraordinairement difficile. Les soldats ne pouvaient pas s'arrêter en pleine marche pour ajuster leurs vêtements. Les chevaliers ne pouvaient pas enlever leur gambison pendant le combat ou lorsque le contact avec l'ennemi était imminent. Les rotations de garde ne laissaient aucune occasion d'enlever les vêtements mouillés, de les sécher, de les remplacer. Ils ne possédaient pas de vêtements de rechange. Les feux étaient rares, et le devoir exigeait de rester à son poste pendant les nuits glaciales. Le fossé entre la théorie et la réalité se creusait chaque jour, car l'accumulation d'humidité, le manque d'occasion de séchage et les exigences implacables du service assuraient que les vêtements se transformaient progressivement de protection en danger. La division des classes se manifestait de manière frappante dans l'équipement d'hiver. Les chevaliers disposaient de ressources pour des manteaux doublés de fourrure, de multiples couches de laine fine, des mitaines en cuir, des capes épaisses offrant une véritable protection. Ils gardaient des vêtements de rechange au sec, employaient des serviteurs pour la gestion de l'équipement et s'assuraient des places près des meilleurs feux et abris. Les simples soldats ne possédaient que des vêtements rudimentaires, souvent juste les vêtements de laine qu'ils portaient, peut-être une cape, des bottes inadéquates. Ils partageaient des tentes exiguës à la périphérie du camp, les plus éloignées des feux, les plus exposés aux intempéries et aux raids. Pas de serviteurs pour sécher les vêtements, pas de vêtements de rechange, pas d'autre choix que de porter des couches de plus en plus sales et chargées d'humidité jour après jour, jusqu'à ce que le tissu devienne rigide de sueur, de boue et de sang. Les perspectives de survie dépendaient moins de la résistance que du rang social et de ses ressources. Les laines anglaises des marches galloises, du sud-ouest de l'Angleterre et du Lincolnshire comptaient parmi les plus prisées de l'Europe médiévale, appréciées pour leur qualité allant du tissu de travail robuste au drap extrêmement fin. L'ondulation naturelle des fibres de laine emprisonnait efficacement l'air, offrant de la chaleur sans surchauffe dans des conditions idéales. Pourtant, même la laine la plus fine faisait face à des limites fondamentales. Le tissu restait durable et relativement peu coûteux, ce qui le rendait assez abondant pour que les armées équipent leurs hommes. Mais aucune qualité ne pouvait surmonter les lois physiques fondamentales de l'humidité gelée contre la peau. Plus les soldats comptaient sur leur protection en laine, plus ils devenaient vulnérables aux pièges de l'humidité que l'hiver exploitait si impitoyablement. Les simples soldats vivaient dans des tentes triangulaires faites de panneaux de toile, 3 mètres de long, 2 de large et 2 de haut. Celles-ci accueillaient 2 ou 3 hommes et étaient conçues pour la facilité de transport plutôt que pour l'étanchéité. Les périodes antérieures ont vu des arrangements encore plus primitifs, du lin grossier ou des peaux d'animaux sur des poteaux en bois, méritant à peine le nom d'abri. La toile restait suffisamment poreuse pour que le vent siffle à travers, que la neige s'infiltre à l'intérieur, que l'humidité se condense et gèle sur les surfaces intérieures, créant un environnement à peine plus chaud que l'extérieur. Les estimations médiévales exigeaient 50 kg de bois dur par jour pour le chauffage et la cuisine, variant avec le vent et la température. Un froid intense en exigeait bien plus. Les camps militaires abritant des milliers de personnes avaient besoin d'énormes quantités de bois de chauffage. Les zones boisées entourant les camps étaient dénudées avec une vitesse remarquable, créant des zones de plus en plus étendues où aucun combustible n'existait. Les groupes de fourrageurs s'aventuraient de plus en plus loin, s'exposant à l'action ennemie tout en obtenant des rendements décroissants. La compétition devint si sérieuse que des gardes protégeaient les réserves de bois de chauffage et des violences pour l'accès à la chaleur se produisaient. Le bois humide de l'hiver s'avérait extraordinairement difficile à allumer, produisait plus de fumée que de chaleur, laissant les soldats tousser dans des abris remplis de fumée en ne gagnant qu'une chaleur minimale. L'organisation du camp suivait des schémas concentriques. La tente du commandant au centre, les nobles et les chevaliers par rang, les simples soldats à la périphérie. C'était logique d'un point de vue défensif, mais cela signifiait que les soldats ordinaires,
occupaient les positions les plus exposées aux intempéries, les plus éloignées des feux, les moins abritées. La construction d'ouvrages défensifs, palissades en bois et tranchées, exigeait un travail considérable en toutes circonstances, mais l'hiver le rendait brutalement difficile. Le sol gelé résistait aux pelles et aux pioches, nécessitant beaucoup plus de temps et d'énergie. Les rotations de garde signifiaient des heures d'exposition sur les terrassements pendant les longues nuits d'hiver, sans abri contre le vent, sans feu, sans répit face au froid qui sapait les forces et obscurcissait le jugement. La température à l'intérieur des tentes en toile n'offrait que peu d'amélioration par rapport à l'extérieur. La respiration des hommes dans des quartiers exigus se condensait et gelait sur les parois de la tente, fondant lors de réchauffements temporaires et goûtant sur les occupants. La chaleur corporelle de plusieurs hommes aidait, mais facilitait la propagation des poux, des maladies et des infections respiratoires qui s'avéraient bien plus mortelles que le froid. Toute ouverture de ventilation, nécessaire pour empêcher l'accumulation de monoxyde de carbone provenant des sources de chaleur interne, laissait immédiatement entrer un froid mortel, annulant la chaleur. Une tente scellée risquait l'empoisonnement par les fumées. Une tente ventilée restait presque aussi froide que l'extérieur. Les soldats enduraient généralement les nuits froides avec un chauffage minimal, blottis les uns contre les autres pour la chaleur corporelle combinée, dormant d'un sommeil agité, se réveillant épuisés pour affronter une autre journée qui les laissait plus faibles qu'auparavant. Le feu représentait la seule véritable source de chaleur que possédaient les armées médiévales. Il n'y avait tout simplement pas d'autres options au-delà de la chaleur animale des créatures vivantes pressées les unes contre les autres. L'importance du feu de camp au Moyen Âge ne peut être surestimée. Les soldats allumaient des feux en utilisant du silex et de l'acier pour projeter des étincelles sur de l'amadou, bien que certaines régions utilisaient la chaleur de friction en tournant rapidement des bâtons de bois sur des bases. Les voyageurs médiévaux choisissaient des lieux de campement proches des ressources en eau et en bois de chauffage, faisant de ces deux nécessités des éléments aussi importants que le terrain défensif. Les méthodes de cuisson du nord de l'Europe étaient centrées sur de grandes marmites ou chaudrons sur des feux ouverts, placés au centre des maisons, avec des mélanges mijotés de liquides, de céréales, de légumes et parfois de viande. Le feu avait un double objectif, cuire la nourriture et chauffer l'habitation. Les camps militaires tentaient de reproduire cela, mais l'ampleur des besoins, des centaines ou des milliers de feux, rendait l'acquisition durable de bois de chauffage presque impossible dans le paysage stérile de l'hiver. Les ouvrages défensifs requis autour des camps ajoutaient une autre couche de misère hivernale. Des palissades en bois, construites à partir de pieux aiguisés, pouvaient être érigées relativement rapidement et efficacement dans des conditions normales, offrant une protection de base contre les raids et les assauts. Des tranchées creusées devant ces palissades créaient des obstacles supplémentaires pour les attaquants. Des postes de garde et des patrouilles avec des sentinelles sur des positions surélevées complétaient le système défensif. Pourtant, chaque élément de cette construction devenait exponentiellement plus difficile lorsque le sol gelait et devenait solide. Ce qui pouvait prendre des heures en été pouvait nécessiter des jours en hiver, avec des hommes épuisés s'attaquant à tour de rôle à la terre gelée avec des pioches et des pelles, leurs mains couvertes d'ampoules malgré les gants de cuir, leur corps générant une sueur qui gèlerait dès qu'ils arrêteraient de travailler. La cruauté était que les ouvrages défensifs devenaient plus nécessaires en hiver, lorsque les raids ennemis cherchaient à capturer des provisions désespérément nécessaires, précisément au moment où ils devenaient les plus difficiles à construire. Nourrir une armée médiévale en hiver commence par un chiffre choquant. Jusqu'à 5000 calories par jour étaient nécessaires pour maintenir le poids corporel et l'efficacité au combat. La routine quotidienne exigeait une énergie extraordinaire. Charger les pactages, pousser les charrettes dans la boue, couper du bois de chauffage, monter les tentes, marcher en armure, monter la garde pendant les nuits froides. L'hiver augmentait cela, car les corps brûlaient de l'énergie pour maintenir la température centrale. Marcher toute la journée puis monter la garde créait des besoins énergétiques difficiles à satisfaire, même avec des provisions illimitées. Pourtant, l'hiver rendait l'alimentation des armées proche de l'impossibilité logistique. Les rations journalières idéales comprenaient 1 kg de pain et 400 g de viande salée ou fumée, complété par du poisson conservé comme le harengue ou la morue, le tout arrosé de bière ou de vin bon marché. Le potage, un ragoût de légumes avec des céréales, fournissait une nourriture essentielle. Pourtant, cet idéal souligne principalement à quel point les provisions parvenaient rarement aux soldats en hiver.
Le fossé entre les besoins et les approvisionnements se creusait chaque semaine, car les problèmes de conservation, de transport et de chaîne d'approvisionnement s'avéraient de plus en plus insurmontables. La conservation médiévale créait ses propres difficultés. La conservation au sel nécessitait de telles quantités que les provisions étaient à peine comestibles, restant désagréablement salées même après trempage. Le pain sec devenait inévitablement infesté de charançons et de vers, amenant les soldats à frapper le pain contre les tables pour en faire sortir les insectes avant de manger. Les rations de siège à long terme se dégradaient encore plus. Du vin mélangé à de l'eau, des biscottes dures comme de la pierre, du corned beef et du lard, fournissant des calories mais peu d'autre chose. Des mois de telles provisions menaient à la malnutrition, au scorbut et à des systèmes immunitaires affaiblis, rendant les soldats vulnérables aux maladies qui balayaient les camps d'hiver. Le terme « guerre cruelle », appliqué aux campagnes d'hiver, capture la nature désespérée de la situation lorsque les armées devenaient extrêmement dépendantes des conditions météorologiques et des approvisionnements alimentaires, qui passaient d'adéquats à catastrophiques, avec une rapidité terrifiante. Les campagnes étaient lancées après la récolte, mais avant que les pluies d'automne ne rendent les routes impraticables. À la fin de l'automne, la nourriture dans les campagnes diminuait d'environ de moitié, car les civils consommaient leurs réserves. À l'arrivée de l'hiver, le risque augmentait considérablement car le fourrage diminuait, les provisions stockées s'épuisaient et le fossé entre les besoins de l'armée et les ressources de la terre se creusait. La période entre la fin des provisions stockées et la nouvelle croissance printanière restait la plus dangereuse, lorsque même les armées les mieux préparées faisaient face à la famine si les campagnes se prolongeaient ou si les convois échouaient. Le fourrageage en hiver transformait les armées en essaims de sauterelles, consommant la campagne et laissant la dévastation derrière elles. Les groupes de fourrageurs comprenaient parfois un tiers de la force de l'armée, se livrant à un pillage systématique qui dépouillait les villages de leurs grains, de leur bétail, de tout ce qui était comestible. Les soldats brûlaient les structures pour empêcher la résistance et priver l'ennemi de ressources. Les suiveurs de l'armée, y compris les femmes, faisaient régulièrement partie de ces groupes. L'hiver rendait cela plus désespéré. Il restait moins de nourriture, la neige et le froid rendaient la recherche plus difficile, et les distances augmentaient la vulnérabilité aux embuscades. La campagne de Weardale de 1327 a vu des chevaux manger des feuilles et de l'herbe de bruyère moisie. Lorsque les chevaux mouraient de faim, les soldats les abattaient parfois. Les troupes de garnison assiégées en hiver faisaient face à des choix sinistres. Abattre leurs propres chevaux, mettant fin à leur mobilité et à leurs espoirs de défense. La rupture de la chaîne d'approvisionnement signifiait que de la nourriture pouvait exister dans des dépôts tout en étant indisponible pour les armées affamées sur le terrain. Les routes devenaient impraticables, arrêtant les chariots de provisions, les rivières gelaient, éliminant le transport fluvial efficace, les ponts détruits par les ennemis ou les tempêtes coupèrent les routes d'approvisionnement. L'ironie cruelle, les soldats pouvaient mourir de faim, alors que des entrepôts pleins de nourriture se trouvaient à des kilomètres de là, séparés par des routes que les chariots ne pouvaient pas traverser. La nourriture existait, les armées en avaient désespérément besoin, mais le gouffre aurait aussi bien pu être un océan. Chaque homme avait besoin d'au moins 3 livres de nourriture par jour, juste pour maintenir ses fonctions de base, sans compter les exigences accrues de la préparation au combat et du froid hivernal. Multipliez cela par des milliers de soldats et l'arithmétique devient écrasante. Une armée modeste de 5000 hommes avait besoin de 7 tonnes et demie de nourriture par jour, chaque jour, sans faute. Sur un mois, cela totalisait plus de 200 tonnes. Les campagnes d'hiver durant plusieurs mois nécessitaient des provisions mesurées en milliers de tonnes, qui devaient toutes être transportées sur des routes détériorées, protégées des raids ennemis, préservées de la détérioration malgré un stockage inadéquat, et distribuées à des soldats répartis sur plusieurs camps. La complexité logistique mettrait au défi les chaînes d'approvisionnement modernes. Pour les commandants médiévaux avec des transports primitifs et sans réfrigération, cela frisait l'impossible. La dépendance critique de la guerre médiévale envers les chevaux créait une vulnérabilité que l'hiver exploitait de manière dévastatrice. Les chevaliers combattaient à cheval, leur rôle tactique étant fondé sur l'impact de choc de la cavalerie en armure. Les chevaux tirèrent les chariots de ravitaillement, transportant la nourriture, l'équipement, les armes. Les éclaireurs avaient besoin de chevaux pour le renseignement. Les messagers avaient besoin de montures pour les communications. Sans chevaux, les armées perdirent leur mobilité, leur efficacité au combat,
leur capacité de reconnaissance, leur transport de ravitaillement, se transformant d'une force de combat en hommes vulnérables et isolés qui ne pouvaient ni avancer, ni battre en retraite, ni mener des engagements de cavalerie, ni s'échapper en cas de menace. Les mathématiques révèlent pourquoi les campagnes d'hiver devenaient impossibles. Un seul cheval de guerre consommait un demi-boisseau d'avoine par jour, 12 à 20 livres de nourriture selon la taille et la charge de travail du cheval, soit 10 fois la consommation d'un homme en poids. La campagne écossaise de 1298 nécessitait environ 20 tonnes de céréales par jour, juste pour 3400 chevaux de guerre, sans compter les nombreux chevaux ordinaires pour le transport et les bagages. L'été y subvenait grâce au pâturage, complété par de l'herbe, nécessitant moins de céréales. L'hiver éliminait cela entièrement. Le fourrage vert disparaissait, les pâturages devenaient bruns ou couverts de neige. Les chevaux ne pouvaient manger que de la nourriture coupée et stockée à l'avance. Des milliers de chevaux épuisaient les réserves de fourrage régionales en quelques jours, forçant un mouvement constant à la recherche de nouvelles sources, un mouvement que les routes d'hiver rendaient de plus en plus impossible. L'alimentation hivernale reposait sur le foin et la paille de vesse, de lentilles, de pois ou de millet, complétés par de la balle, du son et du pain pour chevaux. Ce pain pour chevaux représentait le pain le moins cher, fait de légumineuses, de son, d'avoine, de maïs et même de glands moulus, une nutrition à peine appétissante qui maintenait les animaux en vie, mais guère en pleine forme. Le système de rotation des cultures sur 3 champs que l'agriculture médiévale adoptait de plus en plus aidait en augmentant la culture de plantes fourragères comme l'avoine, l'orge et les haricots, mais cela profitait bien plus aux communautés agricoles sédentaires qu'aux forces militaires mobiles. Une garnison stationnée en permanence pouvait organiser des approvisionnements en fourrage grâce à des relations établies avec les agriculteurs locaux. Une armée marchant à travers un territoire hostile en hiver ne trouvait aucune coopération de ce type, seulement la terre brûlée et des granges vides. La crise du fourrage a entraîné une mortalité catastrophique des chevaux. Les archives documentent des pertes effroyables. En 1301, un tiers des chevaux du roi ont été perdus. Des campagnes ultérieures ont perdu plus de la moitié de leurs chevaux, qui sont morts ou sont devenus trop épuisés pour continuer. La campagne de Weardale de 1327 a vu des chevaux manger des feuilles et de l'herbe de bruyère moisie, alors que les lignes de ravitaillement étaient perturbées. Les longues marches par temps inclément ont eu des conséquences terribles, mais une utilisation intensive associée à une nutrition insuffisante s'est avérée rapidement fatale. Les armées médiévales ne pouvaient pas remplacer les chevaux pendant les campagnes d'hiver. Chaque mort réduisait de façon permanente les capacités, initiant des défaillances en cascade, car moins de chevaux signifiait moins de capacité de ravitaillement, ce qui signifiait moins de fourrage arrivant, ce qui signifiait plus de chevaux mourant dans des spirales accélérées. Les chevaux souffraient d'un abri inadéquat, pire que les humains. Alors que les humains avaient de minces tentes en toile, la plupart des chevaux restaient complètement exposés. Les écuries étaient des refuges d'hiver en temps de paix, rarement disponibles pendant les campagnes. Les chevaux royaux recevaient un traitement exceptionnel, des stalles en bois lorsque c'était possible. Mais les chevaux de cavalerie et de bas ordinaires ne pouvaient rien espérer. La plupart enduraient de l'hiver complètement exposés, leurs robes trempées, leur corps perdant une chaleur irremplaçable sans fourrage adéquat. Les chevaux mouillés par des températures glaciales développaient des pneumonies et des maladies respiratoires. Les sources d'eau gelée empêchaient de boire suffisamment, ajoutant la déshydratation à la malnutrition et à l'exposition. Les besoins en personnel pour entretenir les forces de cavalerie étaient considérables, même dans des conditions idéales. Les maréchaux géraient les écuries, engageaient des palefreniers, organisaient l'acquisition de fourrage et supervisaient l'achat ou l'élevage de chevaux. Les maréchaux ferrants s'occupaient du ferrage. La campagne de 1298 a nécessité de s'occuper de plus de 13 600 sabots de chevaux de guerre, une charge de travail stupéfiante exigeant plusieurs maréchaux ferrants qualifiés travaillant constamment. Les vétérinaires traitaient les maladies et les blessures. Des experts évaluaient les chevaux pour l'achat ou déterminaient les pertes pour compensation. Toute cette infrastructure supposait des conditions stables, avec un accès aux installations et aux fournitures. Les campagnes d'hiver perturbaient chaque élément, laissant les chevaux sans soins appropriés précisément au moment où ils en avaient le plus besoin. Les maréchaux ferrants ne pouvaient pas ferrer correctement les chevaux, lorsque l'eau pour façonner le métal chaud gelait instantanément.
Les vétérinaires manquaient d'herbes et de traitements pour les animaux malades. Le système de soutien s'effondrait, et les chevaux en subissaient les conséquences. La défaillance en cascade se propageait à toutes les opérations. Lorsque les chevaux mouraient ou s'affaiblissaient, ils ne pouvaient plus tirer les chariots, transportant le fourrage pour les chevaux restants. Les échecs d'approvisionnement causaient la mort des chevaux, réduisant le transport par chariot, provoquant des échecs d'approvisionnement encore pires. Les chevaliers perdant leurs chevaux de guerre perdaient leur rôle tactique principal. Les chevaliers démontés étaient beaucoup moins efficaces. L'incapacité à monter la cavalerie signifiait une reconnaissance inefficace, une vulnérabilité aux embuscades, une incapacité à recueillir des renseignements. Poursuivre des ennemis vaincus pour transformer une retraite en déroute nécessitait que la cavalerie pourchasse les soldats en fuite. Se retirer rapidement dépendait également des chevaux. Les armées perdant un nombre important de chevaux étaient piégées, incapables d'avancer ou de battre en retraite, condamnées à se désintégrer sur place. Même les fermiers civils abattaient régulièrement leur bétail chaque automne, plutôt que de le nourrir pendant l'hiver. Les fermiers disposant de réserves dédiées, d'abris permanents et d'une connaissance intime des animaux trouvaient encore plus économique d'abattre et de conserver la viande à l'automne que de garder les animaux en vie jusqu'au printemps. Ils faisaient ce choix bien qu'ils aient peu d'animaux par rapport aux milliers de l'armée, malgré le temps de préparation, malgré le fait de consacrer toute leur attention à cette tâche plutôt que de la concilier avec des devoirs de combat. Si des fermiers spécialisés ne pouvaient pas se permettre de nourrir leur bétail pendant l'hiver, l'idée que des armées mobiles puissent entretenir des milliers de chevaux se révélait être une fantaisie logistique. Le grand soin prodigué aux chevaux royaux mettait en évidence l'impossibilité de fournir un traitement similaire à toutes les montures de cavalerie. Les tentes en toile érigées pour les chevaux tirant les chariots de la maison royale représentaient un hébergement exceptionnel, indisponible pour les chevaux de guerre montés par les chevaliers ordinaires. Cette disparité signifiait que, tandis que les destriers et palefrois du roi pouvaient survivre aux campagnes d'hiver dans un confort relatif, la majeure partie de la force de traction militaire, les centaines ou milliers de chevaux de cavalerie et de battes ordinaires, faisaient face à l'exposition et à la famine. Une armée n'était mobile qu'à la mesure de ses chevaux les plus faibles, et lorsque la plupart des chevaux souffraient terriblement, toute la force s'arrêtait, peu importe à quel point la monture personnelle du commandant se portait bien. Les vrais tueurs n'étaient pas les soldats ennemis, mais des organismes microscopiques que les gens du Moyen-Âge ne pouvaient ni voir ni comprendre. Le pied de tranchée, formellement documenté lors de la retraite de Napoléon de Russie en 1812, tourmentait les soldats médiévaux qui passaient des jours dans des bottes mouillées. Cela ne nécessite pas des températures de gel. Il se développe à des températures allant jusqu'à 16 degrés Celsius en 13 heures. La Première Guerre mondiale a vu 75 000 victimes britanniques du pied de tranchée. Les symptômes commencent par un gonflement et un engourdissement, progressent vers une douleur atroce, et dans les cas graves, mènent à la gangrène nécessitant une amputation. Les soldats médiévaux marchant dans la neige et la boue, montant la garde dans l'eau glacée des tranchées, dormant dans des bottes mouillées, connaissaient des conditions parfaites pour cela. Ils n'avaient aucune compréhension des causes, aucun traitement, aucune prévention au-delà de garder les pieds au sec, impossible dans les conditions d'une campagne. Les engelures détruisaient les tissus par congélation cellulaire, attaquant les extrémités les plus éloignées du cœur du corps. La gangrène sèche produisait une carapace noire et coriace, marquant la perte de tout ce qui se trouvait en dessous. La gangrène humide se présentait sous la forme d'un tissu gris, mou et œdémateux, avec une infection se propageant rapidement. La pratique médiévale consistait à attendre qu'une démarcation claire apparaisse avant d'amputer, dans l'espoir d'une récupération maximale. Les soldats endurirent des semaines ou des mois d'agonie, un risque constant d'infection et une inefficacité totale au combat. La médecine médiévale ne possédait aucune anesthésie au-delà de l'alcool et de l'opium, faisant de l'amputation une épreuve à laquelle beaucoup ne survivaient pas. La dysenterie, le flux de sang ou la fièvre des camps restait endémique dans les contextes militaires. Elle se propageait par l'eau et la nourriture contaminée, provoquant une diarrhée sévère menant à la déshydratation, à la faiblesse et à la mort. L'hiver la rendait plus dangereuse, car la déshydratation s'ajoutait à la malnutrition, à l'épuisement et à l'exposition. Les soldats déjà affaiblis manquaient de réserves pour combattre des infections auxquelles des individus en bonne santé auraient pu survivre. La maladie se propageait avec une rapidité terrifiante dans les camps surpeuplés où les hommes se blottissaient pour avoir chaud.
partagèrent des latrines inadéquates et buvaient à des sources d'eau contaminées. La nature endémique de la dysenterie en Europe médiévale n'affectait pas seulement les soldats, mais aussi les villes, les cités, les villages et les monastères. Pourtant, les groupes militaires souffraient de manière disproportionnée en raison du surpeuplement, de la mauvaise hygiène et de l'eau contaminée. Des récits du XVIIIe siècle, reflétant probablement les pratiques médiévales, décrivent des soldats se soulageant où bon leur semblait, y compris juste devant leur tente. Cela transformait les campements en foyers d'infection, où les eaux usées et les déchets s'écoulaient dans les ruisseaux et les cours d'eau qui servaient de source d'eau. Des attitudes laxistes envers l'hygiène et le lavage des mains propagèrent la maladie parmi les camarades avec une efficacité mortelle. Les armées médiévales créaient leurs propres épidémies par des pratiques qui semblaient si pratiques sur le moment, mais s'avéraient fatales au final. Les maladies respiratoires, la fièvre d'hiver ou la pneumonie tuaient avec une efficacité effrayante. L'inflammation accompagnée de fièvre, de douleurs aux côtés, d'une respiration rapide et de toux pouvait entraîner la mort en quelques jours. Des affections moins graves comme les maux de gorge, la coqueluche, la pleurésie, les rhumes courants n'étaient pas mortelles en elles-mêmes, mais s'avéraient débilitantes combinées à l'exposition, à la malnutrition et aux exigences militaires. La médecine médiévale ne possédait pas d'antibiotiques, des traitements limités et une compréhension de base de la prévention des maladies. Au début de l'hiver de 1357 à 58, le chroniqueur florentin Matteo Villani a noté une épidémie où les gens attrapaient des rhumes qui se propageaient dans la population. Même les rhumes courants devenaient de graves lorsqu'ils étaient combinés aux autres stress de l'hiver. Un soldat avec un mauvais rhume ne pouvait pas effectuer efficacement son service de garde, avait du mal avec le travail physique et avait besoin d'un repos que la vie militaire ne fournissait jamais. Ce que les gens modernes traitent avec des médicaments en vente libre et un jour de congé pouvait rendre invalides ou tuer des soldats médiévaux opérant déjà à la limite de la survie. L'effet cumulatif des maladies respiratoires dans un camp n'était pas une épidémie spectaculaire, mais une dégradation lente de l'état de préparation, car de plus en plus d'hommes tombèrent malades, moins pouvaient se battre, et ceux qui restaient portèrent des fardeaux plus lourds. Le typhus a mérité le nom de fièvre des camps pour une bonne raison. Aussi appelé fièvre des prisons, des navires ou pétéchial, le typhus se propageait par les poux qui prospéraient dans des conditions de surpeuplement et de manque d'hygiène. Il provoquait de la fièvre, des éruptions cutanées, de la confusion et fréquemment la mort, se propageant de manière explosive une fois établis. Les camps d'hiver présentaient des conditions idéales, des soldats se serrant les uns contre les autres pour avoir chaud, des corps non lavés offrant un habitat aux poux, pas de changement de vêtements, pas de contrôle efficace des vecteurs. Les multiples noms du typhus, fièvre des camps, fièvre des prisons, fièvre des navires, fièvre cérébrale, fièvre pétéchiale, reflétaient à quel point il frappait couramment les populations contraintes de vivre dans des quartiers exigus avec une mauvaise hygiène. Les gens du Moyen Âge reconnaissaient que ces contextes distincts produisaient une maladie similaire, sans comprendre le mécanisme de transmission par les poux. Ils observaient que le surpeuplement causait la maladie, que l'isolement aidait parfois, mais il manquait de la théorie des germes pour comprendre pourquoi. L'ironie était cruelle. Les soldats se blottissaient les uns contre les autres pour survivre au froid, mais ce même surpeuplement facilitait la transmission de maladies qui les tuaient à la place. L'assainissement des camps reposait sur des pratiques rudimentaires que l'hiver rendait presque impossibles. De simples latrines à fosses ou à tranchées avec des déchets enterrés minimisaient les odeurs et les maladies. Les camps permanents érigèrent des structures en bois au-dessus des fosses. Des gongs-fer mours vidaient les fosses d'aisance. Les latrines positionnées loin des sources d'eau reconnaissaient que la contamination propageait les maladies. L'hiver créait des problèmes. Le sol gelé s'avérait extraordinairement difficile à creuser, rendant la construction et l'enfouissement des latrines laborieux. Les soldats épuisés déféquaient souvent là où c'était pratique plutôt que de se rendre à des latrines éloignées ou de creuser dans la terre gelée. La gestion de l'eau devenait une loterie mortelle. Les soldats puisaient dans les rivières, les ruisseaux, les puits, complétant avec de l'eau de pluie ou de la neige fondue. Une certaine purification se produisait par ébullition, filtration, traitement au charbon, mais la plupart buvirent de l'eau très peu traitée. La neige fondue contaminée par les déchets du camp propageait la maladie aussi efficacement que l'eau liquide. La théorie médiévale des miasmes blâmait le mauvais air, conduisant à la fumigation tout en manquant les mécanismes réels de transmission par l'eau.
Les puits fournissaient des sources d'eau quelque peu fiables, car ils ne gelaient pas à une profondeur appréciable. Le sol possède une ligne de gel, en dessous de laquelle la température descend rarement en dessous de zéro, permettant aux puits de rester accessibles avec juste une glace de surface facilement brisée. Pourtant, l'eau des puits pouvait être contaminée par l'infiltration des latrines voisines, en particulier dans les camps où un espacement approprié s'avérait difficile. L'eau de surface des rivières et des ruisseaux gelait partiellement, créant une glace qui semblait pure mais fondait en une eau transportant tous les contaminants des camps et des colonies en amont. Les soldats n'avaient aucun moyen de distinguer l'eau salubre de l'eau contaminée par son apparence, faisant de chaque gorgée un pari. L'hygiène personnelle dans les camps suivait des pratiques que les gens du Moyen Âge maintenaient chez eux mais trouvaient impossibles pendant les campagnes d'hiver. Le lavage des mains et du visage avec du savon fait de graisse animale et de cendres était une pratique courante, contrairement au mythe sur la saleté médiévale. Les soins dentaires impliquaient des bâtons effilochés et la mastication d'herbes. Les soins capillaires comprenaient des peignes pour combattre les poux. Pourtant, les conditions de campagne, en particulier en hiver, rendaient de ces pratiques presque impossibles. L'eau gelée ne pouvait pas être utilisée pour se laver. Pas de changement de vêtements signifiait que les mêmes vêtements infestés de poux étaient reportés pendant des semaines ou des mois. La distance entre l'idéal hygiénique et la dure réalité s'élargissait jusqu'à ce que même les soldats bien intentionnés vivent dans la saleté. Les mesures de prévention des maladies se sont avérées inadéquates car elles traitaient les symptômes plutôt que les causes. Brûler de l'encens pour purifier l'air ne servait à rien. Un nettoyage régulier était recommandé mais rarement réalisé. L'isolement avait du sens mais s'avérait difficile lorsque le surpeuplement était nécessaire pour la chaleur. Les remèdes à base de plantes apportèrent du réconfort mais pas de guérison. Les gens du Moyen Âge ne comprenaient pas que des organismes invisibles causèrent des maladies, que l'eau contaminée propageait les maladies, ou que les poux transmettaient le typhus. La pratique militaire de l'Empire romain a introduit des mesures d'hygiène, notamment le déplacement des camps pour l'assainissement, le positionnement des camps à côté des rivières pour l'accès à l'eau et l'isolement des tentes pour les soldats blessés. Les armées médiévales ont tenté de suivre cette sagesse lorsque c'était possible, mais l'hiver le rendait presque impossible. Déplacer les camps nécessitait une énergie que les soldats n'avaient si pas, des provisions qui n'étaient pas disponibles et des routes qui étaient devenues impraticables. La connaissance de ce qui devait être fait existait. La capacité de le mettre en œuvre, non. La sombre arithmétique. Plus de soldats mouraient de maladies que de combats, et l'hiver amplifiait cette disparité. Les camps d'hiver pouvaient se détruire des armées sans que les ennemis ne lèvent leurs épées. Les commandants le savaient. Une raison majeure pour laquelle les chefs avisés évitaient les campagnes d'hiver. Lorsque la nécessité forçait des opérations hivernales, les pertes dues aux maladies s'avéraient catastrophiques, réduisant parfois la force effective de moitié avant même des combats importants. Les routes médiévales étaient des pistes de terre se transformant en bourbiers sous la pluie, la neige et les cycles de gel-dégel. L'hiver de 1395 à 96 a vu la route entre Menin et Lille devenir un bain de boue complet, totalement impraticable. Les déplacements étaient très difficiles de décembre à mars en raison de l'interaction complexe du gel, du dégel, des précipitations et des dommages causés par les armées et les chariots traversant des surfaces sans fondation technique. Les cycles de gel-dégel détérioraient progressivement les routes. Les températures diurnes au-dessus de zéro faisaient y fondre la glace en boue. Les roues des chariots creusaient de profondes ornières. Le gel nocturne préservait les ornières sous forme de canaux de glace rigides. Les chariots cassèrent leurs roues en heurtant les ornières gelées. Le dégel suivant produisait une boue encore pire. Les cycles se répétaient, les routes se détériorant davantage. Les solutions tentées se sont avérées inadéquates. Les planches de bois étaient volées pour le bois de chauffage. Le gravier s'enfonçait dans la boue. Pour la plupart des besoins pratiques, les armées médiévales se frayaient simplement un chemin à travers les terres praticables, les plus proches, lorsque les routes officielles faisaient défaut. Cela signifiait souvent détruire les récoltes de quelqu'un pour trouver un sol ferme, créant du ressentiment parmi les populations locales et dégradant davantage la campagne. Les pluies de printemps et d'automne transformaient les routes non pavées en bourbiers qui pouvaient engloutir les chariots jusqu'aux essieux. Les planches de bois supplémentaires apportées pour la traction disparaissaient car les soldats les brûlaient pour se réchauffer. Le besoin désespéré de survie immédiate, rester au chaud cette nuit, l'emportait à plusieurs reprises sur les besoins logistiques à long terme, comme maintenir les routes d'approvisionnement praticables.
Dans des conditions normales, les charrettes parcouraient 12 miles par jour. L'hiver réduisait cette distance à 5 à 8 miles, parfois sans aucune progression pendant des jours. Les chariots médiévaux manquaient de suspension, étaient vulnérables aux pannes, les roues étant les plus susceptibles de céder. Des chariots cassés signifiaient abandonner la cargaison ou la transférer sur d'autres chariots. S'ils fonctionnaient, chaque panne réduisait la capacité de transport. Les moyeux en bois des chariots médiévaux s'usaient beaucoup plus rapidement que les moyeux en métal romain, représentant une régression technologique que les armées médiévales ont payée chèrement. Les roues à rayons étaient plus solides que les conceptions antérieures, mais cédaient tout de même régulièrement sous de lourdes charges sur des routes accidentées. Une roue cassée en été signifiait des retards et des inconvénients. En hiver, cela pouvait faire la différence entre une armée qui mange et une armée qui meurt de faim. La vulnérabilité de l'infrastructure de transport signifiait que même lorsque les provisions existaient et que les routes étaient théoriquement praticables, les pannes mécaniques coupaient la chaîne d'approvisionnement aussi efficacement que l'action ennemie. Les rivières gelaient, éliminant le transport fluvial dont dépendaient les armées médiévales. La supériorité du transport par eau découlait de la physique simple. Les bateaux pouvaient transporter des charges beaucoup plus lourdes que les charrettes sur des routes boueuses. Au début du XIVe siècle, le transport par eau coûtait un demi-penny par mile contre un penny et demi par la route, 3 fois moins cher. Il coûtait plus cher de transporter du vin sur 50 miles par voie terrestre que sur près de 1000 miles de Bordeaux à Londres par voie d'eau. Ce n'était pas marginal, mais transformateur. Les armées qui pouvaient compter sur le transport fluvial en été jouissaient d'énormes avantages logistiques. Le gel des voies navigables en hiver forçait les armées à emprunter des routes terrestres prohibitivement chères, précisément au moment où les routes étaient dans leur pire état. Ce qui avait été abordable devenait impossible. L'Europe manquait de réseaux de bonnes routes reliant efficacement les régions. Les ponts étaient rares, et ceux qui existaient étaient souvent des structures en bois, vulnérables à la destruction par l'action ennemie ou les tempêtes hivernales. Les inondations et les dommages causés par la glace détruisaient régulièrement les ponts, et les rivières devenaient infranchissables sans eux, piégeant les armées du mauvais côté ou les isolant de leurs sources de ravitaillement. Le piège de l'immobilité fonctionnait dans les deux sens. Les armées ne pouvaient pas avancer en territoire hostile lorsque les routes faisaient défaut, mais elles ne pouvaient pas non plus battre en retraite si elles étaient menacées, ne pouvaient pas manœuvrer vers des positions avantageuses et ne pouvaient pas fourrager efficacement en restant statiques. Une armée immobile était une armée vulnérable, et les routes d'hiver privaient les forces médiévales de leur atout tactique le plus précieux, la mobilité. La bataille de Towton, le 29 mars 1461, pendant la guerre des Deux Roses, a montré ce qui se passait lorsque la nécessité politique forçait des combats en hiver. Près de Towton, dans le North Yorkshire, le dimanche des Rameaux, 2 armées totalisant 50 000 soldats se sont affrontées dans ce qui est devenu la plus grande et la plus sanglante bataille sur le sol anglais. Un temps atroce, un vent hurlant, du grésil et de la neige battant a caractérisé la journée. Le combat a commencé vers 9 heures du matin au milieu d'une tempête de neige aveuglante qui a duré 10 heures. L'impact tactique de la tempête s'est avéré décisif. Les 2 armées ont commencé par des tirs d'archers. Les archers lancastriens, tirant contre le vent, ont vu leurs flèches tomber à court. Les archers yorkistes, avec le vent dans le dos, ont vu leurs flèches porter plus loin, infligeant de lourdes pertes. Les yorkistes ont tiré des volées, puis se sont retirés, forçant les lancastriens à gaspiller leurs flèches en tirant au-delà de la portée efficace. Cet avantage dû aux conditions météorologiques a préparé le terrain pour un combat au corps à corps brutal. Les sources contemporaines affirment que jusqu'à 75 000 hommes ont combattu et que 28 000 sont morts dans la bataille et la déroute et les massacres qui ont suivi, bien que les historiens modernes suggèrent des chiffres plus bas, autour de 9 000 victimes. Même selon l'estimation la plus prudente, Towton reste la bataille la plus sanglante d'Angleterre. Une fosse commune de 1996 contenait des corps montrant des blessures graves, bras et crânes fissurés et brisés. La bataille a assuré le trône d'Édouard IV, mais à un coût énorme, illustrant pourquoi les batailles d'hiver étaient désespérément évitées. La bataille sur la glace du lac Pays-Pouce, le 5 avril 1242, calendrier julien, le 12 avril dans la datation moderne, a démontré comment les commandants pouvaient utiliser l'hiver de manière stratégique. Alexandre Nevski a mené les forces de Novgorod et de Vladimir Souzdal contre les chevaliers teutoniques de l'ordre de Livonie sur le lac Pays-Pouce gelé.
Nevski a pris une position défensive sur la rive, a attendu que les chevaliers lourdement armés s'aventurent sur la glace, où leur poids et leur armure créaient des désavantages. La glace offrait un appui incertain, rendant le combat précis en armure extraordinairement difficile. Les troupes de Nevski, plus légères et habituées aux conditions difficiles, se déplaçaient avec plus d'aisance. L'image populaire des chevaliers passant à travers la glace et se noyant est apparue pour la première fois dans le film d'Eisenstein de 1938. Aucune source historique ne mentionne que la glace se soit brisée. Pourtant, la véritable signification de la bataille, la victoire de Nevski a stoppé définitivement l'expansion teutonique vers l'est, le lac Peipus devenant une ligne de démarcation durable entre le catholicisme et le protestantisme à l'ouest et le christianisme orthodoxe à l'est. La saison des campagnes suivait un schéma logique. Les armées se rassemblaient au printemps, envahissaient en été, continuaient en automne et se séparaient en hiver. Ce n'était pas de la lâcheté, mais une réponse rationnelle aux réalités logistiques qui rendaient les campagnes d'hiver prolongées fondamentalement irréalisables. L'alignement avec les cycles agricoles s'avérait essentiel. La fin du printemps et le début de l'été voyant le blé d'hiver récolté et stocké. L'automne voyait les civils abattre les animaux qu'ils ne pouvaient pas nourrir pendant l'hiver. L'hiver représentait le fossé entre la fin des provisions stockées et le début de la nouvelle croissance, précisément le pire moment pour nourrir les armées. Le problème du service féodal créait des pressions supplémentaires. Les propriétaires terriens féodaux devaient 40 jours de service armé par an. Les campagnes duraient régulièrement plus longtemps, mais les soldats devenaient impatients de partir, une fois leurs obligations légales remplies. Des histoires circulaient sur des hommes quittant un siège en cours après avoir accompli leurs 40 jours. La transition vers un service rémunéré sous des rois anglais comme Édouard III a partiellement résolu ce problème. En 1337, l'Angleterre a envoyé sa première armée entièrement sous contrat en Écosse. Pourtant, le paiement ne résolvait pas les problèmes logistiques fondamentaux. Les soldats ne pouvaient pas manger de l'argent lorsque les chariots de ravitaillement ne pouvaient pas passer sur les routes d'hiver. Pourtant, même des soldats professionnels bien payés ne pouvaient pas surmonter les impossibilités logistiques de l'hiver. L'argent était inutile s'il n'y avait pas de nourriture à acheter, si les routes empêchaient son transport, si les chevaux mouraient plus vite que les remplacements n'arrivaient. Le passage aux armées sous contrat a résolu le problème de l'obligation de 40 jours. Les soldats restaient aussi longtemps que leur contrat le spécifiait et que la paix continuait. Mais l'hiver restait l'hiver. Un soldat professionnel payé au mois faisait face aux mêmes sols gelés, aux mêmes routes impraticables, aux mêmes maladies, aux mêmes chevaux affamés que son prédécesseur féodal. Le paiement achetait l'engagement, mais pas l'immunité à la logistique. Les mathématiques de l'échec logistique rendaient les campagnes d'hiver proches de l'impossibilité. Les chevaux consommaient 10 fois plus que les hommes en poids. Des milliers de chevaux nécessitaient des tonnes de fourrage par jour. L'hiver éliminait entièrement le fourrage vert. Les routes devenaient impraticables, empêchant les provisions d'atteindre les armées. Le fourrageage trouvait peu de choses dans la campagne hivernale déjà dépouillée par ses habitants. Ce n'était pas un seul problème, mais une cascade interconnectée où chaque échec aggravait les autres. Les commandants avisés évaluaient si le succès était possible. L'armée et les chevaux pouvaient-ils être nourris pendant l'hiver? Sinon, pas de campagne. Les lignes de ravitaillement pouvaient-elles rester ouvertes? Sinon, pas de campagne. Les soldats pouvaient-ils survivre à l'exposition sans perte massive due aux maladies? Sinon, pas de campagne. Les désertions détruiraient-elles l'armée? Sinon, pas de campagne. Ce n'étaient pas des questions de courage ou de tactique, mais de logistique de base. Le stratégicon de Maurice du VIe siècle conseillait de choisir des endroits sains et propres pour les camps et de ne pas rester trop longtemps au même endroit, reconnaissant que les camps d'hiver stationnaires accumulaient les maladies tandis que les campagnes mobiles s'avéraient pires. Les chroniques médiévales parlaient de la guerre cruelle de l'hiver, louant les commandants qui évitaient les opérations hivernales inutiles, et notant que celles qui étaient forcées en hiver se terminaient souvent mal. Lorsque la pression politique forçait des campagnes d'hiver, malgré la sagesse militaire, les commandants jouaient avec la survie de leur armée. Les crises de succession royale créaient des situations où attendre le printemps signifiait perdre des opportunités politiques irrécupérables. Les forces ennemies menaçant un territoire vital forçaient des réponses défensives quelle que soit la saison. Dans ces cas, les commandants procédaient en connaissant le prix terrible à payer. Les pertes horribles de Towton
ont démontré ce qui se passait lorsque la nécessité politique l'emportait sur la prudence militaire. La guerre de Cent Ans, de 1337 à 1453, a illustré comment la guerre médiévale s'est adaptée aux contraintes de l'hiver. Ce conflit était principalement une guerre de siège, avec plus de 350 attaques contre des châteaux ou des villes fortifiées enregistrées. Les sièges pouvaient s'étendre sur les mois d'hiver, car ils permettaient des camps semi-permanents avec une meilleure préparation que les campagnes mobiles. Les assiégeants pouvaient stocker du bois de chauffage, établir des lignes de ravitaillement plus fiables, construire des abris plus solides. Pourtant, même les sièges souffraient terriblement en hiver. La tempête de grêle meurtrière et anormale du 13 avril 1360, le lundi noir, a tué plus de 1000 soldats anglais et 6000 chevaux en une seule nuit, convainquant Édouard III de chercher un traité de paix avec la France. Cela démontre comment la météo pouvait déterminer les issues politiques aussi décisivement que les victoires militaires. La sagesse historique accumulée au fil des siècles a enseigné que la guerre d'hiver représentait un pari désespéré. Les commandants qui l'évitaient n'étaient pas des lâches, mais des réalistes qui comprenaient que la nature représentait une plus grande menace que les ennemis humains. Ceux qui étaient contraints à des campagnes d'hiver par nécessité politique payaient souvent de la destruction de leurs armées, non pas par une défaite spectaculaire sur le champ de bataille, mais par une lente désintégration alors que la maladie, la famine, la désertion et l'exposition réduisaient la force effective à néant. Les sources médiévales parlent de l'impact débilitant sur le moral et la résolution de la souffrance physique, décrivant des chevaliers et des soldats, souvent privés de sommeil, épuisés et mal nourris. Ils dormaient dehors sur le sol dur, complètement exposés aux intempéries, leur vie remplie d'horreur et de carnage, alors qu'ils combattaient et assistaient régulièrement à la mort. Pourtant, les sources médiévales se révèlent particulièrement difficiles pour obtenir un aperçu des tourments psychologiques des soldats, car l'observation psychologique systématique n'existait pas. Les fragments qui survivent décrivent des nerfs à vif et une préparation constante au combat tout en gelant et en mourant de faim simultanément. La privation de sommeil aggravait toutes les autres difficultés. Le terme médiéval « vigilia » signifiait l'état de veille volontaire, que ce soit pour la prière ou le service de garde. Veiller et surveiller dérivaient de la même racine étymologique, étant parfois interchangeables. Les siestes étaient courantes pour ceux qui devaient travailler la nuit, mais la privation de sommeil chronique menait à des erreurs, des accidents, des désastres. La littérature médicale médiévale identifiait les accidents de l'âme, colère, tristesse, inquiétude, comme des causes majeures de l'insomnie. Bernard de Gordon, professeur à Montpellier qui a achevé son influente encyclopédie médicale en 1305, a identifié ces états émotionnels comme des causes d'insomnie. Les campagnes d'hiver fournissaient les trois en abondance. Les rotations de garde signifiaient que les soldats passaient des heures exposés sur les terrassements pendant les longues nuits d'hiver, sans abri contre le vent, sans feu, sans répit face au froid qui sapait les forces et obscurcissait le jugement. Les frissons empêchaient le sommeil profond, même lorsqu'ils n'étaient pas de service. Chaque nuit apportait un épuisement qui s'accumulait jusqu'à l'épuisement total. Un soldat qui ne pouvait pas dormir correctement, ne pouvait pas penser clairement, ne pouvait pas se battre efficacement, ne pouvait pas entretenir son équipement, ne pouvait pas résister à la maladie. La privation de sommeil tuait aussi sûrement que n'importe quelle épée, juste plus lentement. Le bilan psychologique décrit dans les sources survivantes révèle des aperçus de l'angoisse mentale. Le chevalier du XIVe siècle Geoffroy de Charny mettait en garde contre les périls psychologiques, la difficulté à passer la nuit, être assailli par de grandes terreurs, même en sécurité face aux dangers extérieurs, combattre le sentiment que même la nature se retournait contre eux. Ces descriptions résonnent avec la compréhension moderne du traumatisme, du stress chronique, et de ce que nous reconnaîtrions comme des symptômes de TSPT. Les gens du Moyen Âge manquaient de terminologie clinique, mais observaient clairement l'effondrement psychologique. Les croisés revenant de la troisième croisade, bien que revenus indemnes. Leur cœur était transpercé par les épées des chagrins de différentes sortes de souffrances. Cette description poétique capture les blessures psychologiques invisibles à l'observation externe. Les soldats pouvaient revenir physiquement intacts, mais mentalement brisés, portant des cicatrices émotionnelles que la médecine médiévale ne pouvait pas traiter et que la société reconnaissait à peine. La campagne d'hiver intensifiait ces blessures psychologiques
car l'espoir était écrasé à plusieurs reprises, car chaque jour apportait de nouvelles souffrances, car la fin promise des épreuves n'arrivait jamais. Le lundi noir, le 13 avril 1360, a été témoin d'un temps hivernal atroce et hors saison qui a affecté les forces anglaises en France si sévèrement qu'il a influencé la décision d'Édouard III de poursuivre un règlement diplomatique plutôt que de continuer les opérations militaires. La météo a littéralement changé l'état psychologique d'une armée, ce qui a changé la stratégie politique, ce qui a modifié l'histoire européenne. Ce n'était pas un simple inconfort, mais une attaque fondamentale contre le moral qui rendait la poursuite des opérations psychologiquement insoutenable. Le cycle espoir-désespoir usait systématiquement les hommes. Chaque jour, les soldats espéraient que le temps s'améliorerait, que les provisions arriveraient, que le soulagement viendrait. Chaque jour apportait la déception. L'espoir de demain mourait dans la réalité d'aujourd'hui. Ce cycle se répétait sans fin jusqu'à ce que l'espoir lui-même devienne insupportable. Sa présence aggravait la souffrance, car il promettait un soulagement qui ne venait jamais. Le désespoir, paradoxalement, offrait un réconfort psychologique. Si l'on n'attendait rien, on ne pouvait pas être déçu. Pourtant, le désespoir détruisait l'efficacité au combat aussi complètement que la maladie détruisait les corps. La désertion est apparue comme un choix rationnel lorsque la souffrance physique, le moral bas, le manque de réserves alimentaires adéquates et les conditions routières abyssales rendaient la survie impossible. Les campagnes d'hiver ont vu la désertion et le pillage être endémiques, car les soldats montraient un dégoût vif à poursuivre les opérations. Les hommes surveillaient les calendriers, désespérés de partir avant l'arrivée du pire temps. L'obligation de service féodal de 40 jours créait un point final naturel où les soldats se sentaient légalement justifiés de partir, quel que soit le statut de la campagne. Pourtant, la désertion comportait ses propres dangers. Les soldats tentant de rentrer chez eux en hiver mouraient souvent en essayant, gelant dans les forêts ou mourant de faim sur des routes qui n'étaient pas meilleures pour les individus que pour les armées. D'autres se tournaient vers le banditisme, s'en prenant aux civils et créant des cycles de violence. Certains déserteurs étaient attrapés et exécutés pour l'exemple, bien que faire respecter la discipline dans une armée en désintégration s'avéra presque impossible. À mesure que de plus en plus de soldats désertaient, ceux qui restaient faisaient face à des devoirs accrus et à un moral plus bas, créant des cercles vicieux où la détérioration des conditions entraînait plus de désertion, ce qui aggravait encore les conditions. Le point de rupture était universel. Chaque homme en avait un. Une combinaison de froid, de faim, de maladie, de peur, d'épuisement et de désespoir dépassait la capacité individuelle à endurer. Certains craquèrent plus tôt, d'autres plus tard, mais l'hiver usait même les vétérans les plus endurcis. Ce n'était pas une question de résistance, mais de limites humaines. Les hommes pouvaient endurer des épreuves extraordinaires pendant un temps limité avec l'espoir d'un soulagement éventuel, mais les campagnes d'hiver n'offraient aucun espoir de ce genre. La souffrance s'étendait indéfiniment sans fin claire. Dans de telles circonstances, l'effondrement psychologique devenait inévitable, non pas une faiblesse, mais une certitude mathématique. La compréhension médiévale de ces réalités psychologiques restait limitée mais présente. Les commandants qui y prêtaient attention reconnaissaient que les soldats avaient des limites, que pousser au-delà de ces limites détruisait les armées plus sûrement que l'action ennemie. Le conseil d'éviter les campagnes d'hiver ne reflétait pas seulement une sagesse logistique, mais aussi une perspicacité psychologique. Les soldats soumis à des épreuves hivernales prolongées craqueraient, déserteraient ou mourraient, quelle que soit la situation tactique. La victoire exigeait non seulement des provisions et une stratégie, mais aussi le maintien de la volonté de se battre des troupes, quelque chose que l'hiver détruisait systématiquement. Les défaillances en cascade de la guerre d'hiver médiévale ne révèlent pas un seul ennemi, mais des dizaines de problèmes interconnectés, s'amplifiant les uns les autres dans une synergie mortelle. Les vêtements conçus pour garder les soldats au chaud devenaient des pièges mortels lorsque la sueur gelait contre la peau. Les abris adéquats par temps modéré s'avéraient pires qu'inutiles face à l'assaut complet de l'hiver. Les approvisionnements alimentaires qui nourrissaient adéquatement les armées en été devenaient impossibles à maintenir ou à livrer lorsque les routes s'effondraient et que la campagne ne produisait rien. Les chevaux, le fondement de la capacité militaire médiévale, mouraient par milliers de faims et d'expositions, paralysant la mobilité et l'approvisionnement. La maladie se propageait sans contrôle dans les camps où le surpeuplement facilitait la transmission, tandis que les systèmes immunitaires affaiblis perdaient leur capacité de résistance.
Les routes se transformaient d'avenues d'avancée en barrières infranchissables, coupant les lignes de ravitaillement. Les esprits craquaient sous une pression incessante, alors que l'espoir mourait à plusieurs reprises et que le désespoir s'installait. Chaque problème aggravait les autres, et le système s'effondrait sous des contraintes dépassant la capacité médiévale à les gérer. Le vrai tueur n'était généralement pas la mort spectaculaire au combat, mais l'usure lente de l'endurance humaine par l'accumulation des épreuves. Les soldats médiévaux possédaient un courage abondant, mais le courage ne peut pas surmonter le manque de nourriture, l'exposition prolongée ou les maladies épidémiques. Lorsque la logistique s'effondrait, les armées s'effondraient, indépendamment de la bravoure des soldats ou de la compétence du commandant. La pensée militaire moderne a capturé cela dans l'axiome « les amateurs parlent de tactique, les professionnels parlent de logistique », mais les commandants médiévaux connaissaient déjà intimement cette vérité. La guerre d'hiver a enseigné que l'infrastructure, les chaînes d'approvisionnement, la gestion de la météo et la prévention des maladies comptaient à plus que la bravoure sur le champ de bataille. Le fait que nous puissions mener une guerre d'hiver aujourd'hui ne reflète pas un courage supérieur, mais une technologie supérieure. Les armées modernes possèdent des vêtements isolants avec des matériaux synthétiques gérant efficacement l'humidité, des chaînes d'approvisionnement fiables soutenues par des véhicules motorisés traversant les routes d'hiver, des antibiotiques traitant des infections que les gens du Moyen-Âge ne pouvaient pas diagnostiquer, des transports mécanisés ne nécessitant pas des tonnes de fourrage quotidien, des prévisions météorologiques permettant de se préparer aux tempêtes, et des abris chauffés protégeant réellement les soldats. Chaque problème qui détruisait les campagnes d'hiver médiévales a été résolu par l'innovation technologique. L'absence de technologie rendait les campagnes d'hiver médiévales suicidaires. L'hiver a façonné les frontières politiques et les réalités stratégiques médiévales. La saison des campagnes déterminait quand les guerres pouvaient être menées, influençant les négociations diplomatiques et la planification stratégique. La géographie et le climat n'étaient pas simplement la toile de fond de l'histoire, mais des forces actives façonnant les issues politiques. Les idées fausses modernes dépeignent la vie médiévale comme une aventure romantique. La réalité impliquait une lutte constante contre les éléments, la maladie, la pénurie. La guerre d'hiver concentrait ces épreuves, montrant sous une forme extrême ce que l'existence pré-industrielle impliquait. Ce n'était pas une faiblesse médiévale, mais l'absence de l'infrastructure de survie que les populations modernes tiennent pour acquise. Les soldats médiévaux ont enduré des conditions que nous pouvons à peine imaginer, des mois de froid chronique, de nourriture inadéquate, de maladies épidémiques, de privation de sommeil, de dangers constants. Leur endurance témoigne d'une force d'âme remarquable, mais même les plus durs avaient leur point de rupture. L'usure implacable de l'hiver assurait que la plupart finissaient par les atteindre. Comprendre la guerre d'hiver médiévale révèle comment la logistique, le climat et la technologie interagissent pour déterminer les destins humains. Cela nous rappelle que les conforts modernes restent plus faciles à perdre que beaucoup ne le supposent. Derrière toutes les statistiques se cachent des histoires humaines individuelles. Un soldat gelant dans une tente inadéquate, regardant les chevaux mourir de faim tandis que les rations diminuent, mangeant du pain infesté de vers, sentant ses pieds pourrir à cause du pied de tranchée, son esprit craquant sous l'épuisement et le désespoir. Pourtant, beaucoup ont enduré. Certains ont survécu, quelques-uns ont même triomphé contre des obstacles insurmontables. Leur expérience mérite d'être rappelée et honorée, non pas romancée, mais comprise honnêtement pour la réalité brutale qu'elle était. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de la guerre d'hiver médiévale. J'espère que vous avez acquis une meilleure appréciation à la fois des épreuves auxquelles les soldats médiévaux ont été confrontés et de la sagesse logistique des commandants qui ont évité les campagnes d'hiver lorsque c'était possible. Leur lutte contre l'hiver révèle pourquoi les chefs avisés le craignaient plus que n'importe quelle armée ennemie, car dans la guerre médiévale, l'hiver était l'adversaire ultime, celui qui ne pouvait être vaincu, seulement survécu ou évité. Si vous avez apprécié cette plongée approfondie dans l'histoire militaire médiévale, je serais ravi que vous mettiez un j'aime à cette vidéo et que vous la partagiez avec toute personne intéressée par la manière dont la logistique et le climat ont façonné la guerre. Abonnez-vous pour plus d'explorations historiquement fondées du monde médiéval qui vont au-delà des mythes pour examiner les dures réalités de la vie avant que la technologie moderne ne protège l'humanité des défis les plus rudes de la nature. Laissez un commentaire partageant quel aspect de la guerre d'hiver médiévale vous a le plus surpris. Était-ce les besoins en fourrage des chevaux, la mortalité due aux maladies, l'état des routes
ou toute autre chose. La prochaine fois que vous vous emmitouflerez contre le froid de l'hiver, ayez une pensée pour le soldat médiéval. Des vêtements inadéquats qui pouvaient geler avec votre propre sueur, un abri protégeant à peine des éléments, des provisions diminuant sans perspective de réapprovisionnement, des chevaux mourants représentant la mobilité de votre armée, une maladie se propageant dans le camp que vous ne pouviez pas comprendre, et aucun espoir de soulagement avant des mois, au printemps. Leur lutte révèle une vérité qui a façonné la guerre médiévale et les frontières politiques pendant des siècles. L'hiver était l'adversaire ultime avec lequel on ne pouvait pas négocier, qu'on ne pouvait pas vaincre au combat, et qui tuait plus sûrement que n'importe quel ennemi humain. Dans ce paysage gelé, où le courage s'avérait insuffisant et où la logistique déterminait la survie, nous voyons la guerre médiévale dépouillée de son romantisme pour révéler sa réalité brutale et comprendre pourquoi l'absence de campagne d'hiver nous en dit plus sur leur mortalité que n'importe quel récit de bataille mené dans la neige et la glace ne pourrait jamais le faire.